podcast suscite chez certains d'entre vous des idées, de bonnes idées, parfois des propositions de rencontres. L'une d'entre elles est venue d'un ami et ancien collègue dans la première rédaction de magazine à laquelle j'ai collaboré, SVM, en l'occurrence Fabrice Neumann, qui a l'heure d'apprécier mon podcast, lui qui est un des membres de l'un des podcasts technologiques les plus suivis, iWeek. Et c'est Fabrice qui m'a parlé de Daniel Flaumenbaum en me disant « Tu dois absolument la rencontrer, je suis certain que ce serait un témoin en or pour ton podcast. » Et voilà comment, quelques semaines après, je vous rencontre chez vous, en région parisienne, Daniel Flaumenbaum. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, vous êtes gynécologue de la faculté de médecine de Paris il y a quelques années déjà, 1972. Vous vous êtes engagé activement, vous me dites si je me trompe, au mouvement d'émancipation de la femme, et vous avez particulièrement milité au sein du planning familial. Après 12 ans de pratique de la gynécologie, vous vous êtes lancé dans l'étude de la médecine chinoise et de l'alchimie sexuelle taoïste, en tout cas c'est comme ça que c'est écrit sur votre site, tout en devenant gynécologue acupunctrice. Je me trompe pas ? C'est ça. Au même moment, vous avez découvert la psychanalyse transgénérationnelle, alors vous allez nous expliquer ce que c'est, qui met en évidence la notion donc d'héritage ancestral, mais moi je me suis arrêté là, vous allez peut-être nous préciser un petit peu les choses. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, principalement l'un d'entre eux qui est un vrai best-seller qui s'appelle Femmes désirées, Femmes désirantes, qui date de 2006, donc c'est déjà il y a 18 ans. Puis après, vous avez fait Les Passeuses d'Histoire, toujours chez Payot, en 2015. Un livre extraordinaire sur la transmission entre grand-mère et petits-enfants. Et puis, À corps et à cœur, sur la sexualité, en 2023. Et depuis 2010, vous présidez une association qui s'appelle Jardin d'idées, qui a été fondée par un psychanalyste et écrivain, Didier Dumas, autour de la psychanalyse justement transgénérationnelle et d'autres sciences d'accompagnement des humains. Alors là aussi, vous nous préciserez un peu les choses. Et puis, pour finir, cerise sur le gâteau, vous avez été proche, en tout cas très influencé par Françoise Dolto, qui est quand même une référence en matière d'accompagnement des enfants. Alors voilà, est-ce que j'ai dit était bon ? Vous avez dit tout bon, vous n'avez pas dit que le Jardin d'idées, l'association du Jardin d'idées qui était fondée par Didier Dumas, était mon conjoint et père de mes enfants. Je ne le savais pas. Si bien qu'à sa mort, et ça fait 14 ans, j'en ai repris la présidence parce que je trouvais complètement absurde que cette association s'arrête. Voilà. Sinon, effectivement, je suis gynécologue, j'ai appris la médecine chinoise et je suis devenue gynécologue et acupunctrice et je travaille avec la notion transgénérationnelle de la vie, j'ai envie de dire, à savoir que l'inconscient ne démarre pas à notre conception ni à notre naissance, mais est contingent de notre histoire ancestrale. Et probablement ne s'arrête pas après la mort, si j'ai bien lu en filigrane un certain nombre de choses sur votre site. Oui, alors là on sait un peu moins bien, mais que la mort soit considérée comme un passage, c'est ce que je pense. D'accord. Et concrètement, Daniel Flaumenbaum, vous venez d'où ? Vous avez toujours habité en région parisienne ou vous étiez ailleurs ? Non, moi je suis né en Aveyron pendant la guerre, en 1943, parce que mes parents juifs polonais étaient cachés dans le sud de la France, où on leur avait demandé de quitter Montpellier en urgence, puisque la zone libre avait disparu, et que je me suis retrouvée dans une ferme sans eau, sans électricité. Mes parents ont été cachés et séparés, mais ils ont entendu une rumeur comme quoi les femmes enceintes juives ne seraient pas déportées dans les camps de concentration, et donc que j'ai été conçue pour faire vivre ma mère, et donc que mes sœurs aient une mère vivante, alors que mon père avait perdu la sienne quand il avait 3 ans. Alors avant d'aborder notre questionnaire classique maintenant pour Le Bonheur c'est les autres, j'ai envie de vous demander en quoi la sexualité, parce que c'est un domaine que vous abordez de manière permanente et assez frontale, j'ai envie de dire, dans tous vos écrits, etc. La sexualité, c'est quelque chose de très important. Et j'ai fait le constat avec vous, avant de démarrer l'interview, que tous les gens que j'ai eus jusqu'ici en interview
donc à peu près plus de 20 personnes aujourd'hui, aucun ne m'a parlé de sexualité quand je leur ai parlé de bonheur. Or, c'est un ingrédient essentiel au bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça avant qu'on aborde le questionnaire proprement dit? Je veux dire que pour moi, la sexualité, ça entretient la santé, et la santé est entretenue quand on est dans une dynamique de vie heureuse, de joie et de bonheur. Donc absolument, l'ingrédient sexuel est une participation à la bonne santé et à la dynamique joyeuse et heureuse de la vie. Quand elle sait se vivre comme je l'ai apprise et comme je l'ai découverte, et comme celle dont je parle, pour témoigner que tout le monde peut apprendre à découvrir une sexualité qui sait se vivre avec communication et plaisir. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Je pense au livre « Femmes désirées, femmes désirantes », où vous abordez cette question, non pas d'un point de vue général, mais du point de vue des femmes. C'est vous qui avez été donc militante. C'est un aspect du bonheur de la femme, cette sexualité. C'est un aspect de l'épanouissement. C'est ça, j'allais dire épanoui, voilà. C'est un aspect de l'épanouissement, c'est un aspect qui concourt, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la bonne santé. Ça veut dire, on pourrait presque dire quand même comme fonction fondamentale de bien manger, de bien boire, de bien dormir, d'être respectueux de soi et donc se donner les moyens d'entretenir sa dynamique de vie. Alors maintenant, on va aborder concrètement le questionnaire du bonheur, c'est les autres. Alors c'est quoi pour vous le bonheur, Daniel Flammenbaum? Comment vous définiriez la notion de bonheur, qui est une notion extrêmement philosophique, mais au-delà de ça, comment vous le définiriez, vous? Alors moi, je décris le bonheur comme un état d'être où je me sens suffisamment bien pour contacter le merveilleux de la vie. Ça veut dire que je ressens une cohérence entre ce que je pense, mes sentiments, mes sensations, pour contacter cet état d'esprit, ce ressenti d'alignement pour contacter le merveilleux de la vie. Moi, je ne parle pas tellement souvent du bonheur. J'ai un peu travaillé pour pouvoir vous répondre. Ça veut dire que moi, ce qui m'importe, c'est de devenir de plus en plus moi-même. Et cette cohérence et ce naturel que je peux ressentir quand tout va bien et que j'y arrive, me fait contacter un état de merveilleux. Et alors, on a eu plusieurs interlocuteurs dans le podcast qui font le distinguo entre bonheur et joie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou vous ne faites pas de distinguo particulier entre les deux notions? Eh bien, à la fois la joie pour moi fait partie, est une condition nécessaire et indispensable pour ressentir du bonheur, mais le bonheur nous fait contacter une dimension supplémentaire. Quand je vous dis la notion du merveilleux, tout ce qui peut nous émerveiller, de voir Enfin moi je dis l'émerveillement que je ressens quand je vois un arc-en-ciel. Ça veut dire tout ce qui nous émerveille, dont la jouissance sexuelle, nous fait contacter alors ce que la médecine chinoise appelle les merveilleux vaisseaux. Ça veut dire qu'on contacte une circulation énergétique qui est une circulation embryonnaire et qui correspond au ciel en nous, ce pourquoi on est arrivé sur Terre, et où il n'y a pas de passé, présent, futur, où on est dans une dimension où le cœur est ouvert et on se sent faisant partie du monde, de l'univers, de notre entourage, des autres. On est là, le bonheur.
Alors, bien sûr qu'on est joyeux, on est léger, mais il y a ce touche supplémentaire d'agrandissement du monde de la vie courante. Alors vous l'avez dit, vous avez eu une enfance, en tout cas un début d'enfance compliqué, puisque vous étiez enfant caché pendant la enfin en tout cas vous êtes né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous me répondez quoi, Daniel Flammenbaum? Je vous réponds que comme je suis né pour être le rayon de soleil de cette famille, je n'ai que des souvenirs heureux. J'ai accompli ma mission. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous remonte là, à l'instant où on se parle là? Ah moi c'est quoi? C'est le bonheur de la joie en famille, de chanter, de danser. C'est toute une dynamique, oui, de joie, de vie joyeuse. J'étais une petite fille qui était joyeuse, qui était heureuse. Moi, ma vie n'a pas de souffrance dans l'enfance. La dégringolade s'est produite plus tard. Mais je vous dis, j'ai accompli ma raison de naissance comme un chef. Mais est-ce que c'est pas lourd d'avoir ce sentiment aussi d'avoir été une enfant en mission? Parce qu'en fait, vous avez l'air de dire... On l'est tous, quand on se penche sur la question. On arrive tous, ça c'est très taoïste, je dirais. On arrive sur Terre avec une mission, chacun est là pour accomplir et se réaliser. Et donc on fait partie de tout cette web, cette toile humaine qui fait que c'est pour ça que c'est intéressant d'être complémentaire et différent, puisqu'on ne peut pas tout faire et qu'il y a plein de choses à faire. Quel est le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur, qui vous a marqué de façon indélébile, et surtout pourquoi? Alors il y en a beaucoup, quand vous n'en demandez qu'un, c'est quand même très réducteur. Je sais que c'est compliqué. Mais... Alors moi je peux parler, je dirais Le Joueur de Dostoïevski, que j'ai lu, je ne sais plus, 15, 16, 17 ans. Alors, et je découvre ce monsieur, cet écrivain dont j'adore l'écriture, mais le thème, parce que mon père était joueur, et je découvre que tous les joueurs perdent à la lecture de ce livre, alors que mon père, il nous faisait croire que c'était un fin joueur, je crois que c'était vrai, mais qui perdait. Et alors donc, si vous voulez, ça c'est un livre qui a été très important dans ma vie, dans mon histoire familiale. Vous l'avez lu en français? Ah, je l'ai lu en français. D'accord. Oui. Peut-être que vous me dites qu'il y a beaucoup d'autres choses que... Et vous pouvez peut-être nous citer aussi un film ou une pièce de théâtre? Un film peut-être? Alors, non, je dirais la pièce de théâtre, parce que moi j'allais au TNP, j'allais tout le temps au théâtre, j'ai adoré le théâtre. Alors, dans l'ordre, je ne sais pas, qui remonte à longtemps, moi j'ai vu La Ascension d'Arthur Rouilly par Jean Villard au Théâtre National Populaire de Paris, quand même. Qui est très d'actualité. Qui est malheureusement excessivement d'actualité. J'avais été complètement bouleversé. Alors un film, Quand passent les cigognes. Ouais. Voilà. Très beau film aussi. Oui, voilà. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu, pour être heureuse? De mon émerveillement. Moi, je suis curieuse je suis toujours curieuse du futur. Ça m'intéresse, ça me surprend, et ça me surprend vraiment, puisqu'il nous arrive vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Alors voilà, c'est l'émerveillement. Et vous diriez que l'émerveillement, la curiosité dont vous parliez, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est le moteur de l'existence, et que dès lors qu'on n'a plus cet émerveillement, cette capacité à s'étonner, à être curieux, c'est là où on a commencé presque à partir de l'autre côté de l'arc-en-ciel dont vous parliez tout à l'heure. Je parle de moi, je veux dire, tout le monde ne va pas répondre non, bien sûr. qu'il est émerveillé. Pour moi, moi je trouve la vie incroyable.
Ben, vous voyez, je le dis, et ben, du coup, je la sens incroyable. Ben, vous êtes là, enfin, parler du bonheur, moi, je trouve ça incroyable. Moi aussi. Quel est le mot de la langue française que vous préférez, ou le mot auquel vous pensez à l'instant même où on se parle? Ben, c'est l'amour. 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 Alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu? Pourquoi l'amour? L'amour de quoi? L'amour de l'autre, l'amour de l'existence, l'amour de... Ben, l'amour qui transite dans la communication de cette vie. Hein. Alors cette vie, moi le fait d'apprendre la médecine chinoise m'a fait découvrir qu'on était situé entre le ciel et la terre, qu'on était en communication avec, avec le minéral, le végétal, l'animal. Et donc cette communication sincère, réelle, où le flux passe, c'est, si vous voulez, moi, l'énergétique, la notion d'énergie, c'est comment l'immatérialité de la vie circule entre les humains et dans le monde et dans l'univers. Et donc, moi, ça a révolutionné ma vie. Et du coup, si l'amour est le véhicule, c'est pour ça que j'évoque l'amour. Et alors l'amour, justement, votre association et aussi le livre que vous aviez fait qui s'appelait Les passeuses d'histoire, ce que nous transmettent nos grands-mères, c'est aussi, j'ai envie de dire, l'amour transgénérationnel. Est-ce que c'est ça qui est le fil rouge un petit peu de votre vie aujourd'hui, ou pas du tout? Ah bah absolument. Hein. Moi, vous avez des petits-enfants? Oui, j'ai des petits-enfants, j'en ai 2. J'ai une petite fille qui va avoir 13 ans et un petit-fils qui vient d'avoir 9 ans, de deux fils. Et donc, l'amour et la succession des générations, et la transmission. Hein. On arrive sur Terre avec une histoire. Hein. On n'est pas fait, on n'est pas conçu, on n'arrive pas sur Terre sans une histoire maternelle, sans une histoire paternelle, sans une histoire sociale, sans une histoire de langue parlée. Donc, que cette dynamique et que ce flux et ce flot d'amour entretient la vie, l'esprit, la santé. Et moi, vous savez, comme je suis médecin, moi la santé et la prévention a une place fondamentale. Daniel, est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Alors, moi, je peux dire que mon cursus de vie et ma maturité, ma maturation a transformé le doute qui était complètement présent. Je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas ce que je pensais, puisque j'étais tellement tributaire de l'autre, de ma famille. Moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, pour moi, la vie, c'était l'assistance et à l'autre. Et donc, on est dépendant dans ces cas-là. Et alors, comme j'ai appris que la vie était de l'assistance à l'autre, mais était aussi une considération de soi, le doute s'est quand même volatilisé de plus en plus. Et je ne suis plus complètement embarrassé, c'est pas vrai encore, hein, mais je dirais d'une façon générale, je suis de moins en moins dans le doute. Je sais de mieux en mieux où j'en suis, ce que je veux, ce qui m'importe, et je sais le dire peut-être d'une façon de plus en plus radicale, ce qui m'étonne un peu et ce qui peut étonner les autres. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence?
Si toutefois vous avez de l'indulgence. Mais vous devez en avoir, vu ce que vous faites, ce que vous dites, le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence. Je peux vous en citer certains, mais ça serait un peu réducteur. Je pourrais vous dire le mensonge, l'hypocrisie, le manque de courage. Je ne suis pas très clémente maintenant. Pour quel défaut j'ai le plus de clémence? Mais est-ce que ça ne va pas justement avec le fait qu'on a de moins en moins de doutes au fur et à mesure des années? Ben si, sûrement. Voilà. Et donc du coup, on est mais en même temps, je me demande d'être tolérante et je pense que je le suis. Alors vous avez raison. J'essaye sans y arriver tout le temps très bien, d'accepter les gens comme ils sont. Alors à ce moment-là, alors on accepte leurs défauts. Est-ce que c'est pas la base de la psychanalyse? Pour être psychanalyste, il faut être quand même tolérant face à ce qu'on entend. Et des fois, j'imagine que vous avez dû entendre des choses. Moi, je ne me sens pas psychanalyste. Moi, j'ai besoin de la psychanalyse et comprendre et travailler. Moi, je me sens beaucoup plus énergéticienne, je dirais. Mais bien sûr que la psychanalyse est une discipline où on accueille l'autre pour lui permettre de devenir lui-même et donc de reprendre le fil de sa vie et donc de sortir et de s'extirper de ses encombrements et difficultés de vivre et de souffrance, bien sûr. Donc si on résume, avec les ans, vous êtes de moins en moins, on va dire, indulgente avec les défauts des autres, mais en même temps, vous pouvez les comprendre parce que dans votre pratique... vous savez, c'est émouvant ce que vous me dites, parce que moi, je suis tolérante avec le monde entier, j'ai envie de dire, et j'ai plus de mal à être dans une bonne communication avec les gens les plus proches que j'aime, mes fils, mes belles-filles, les petits-enfants, ça va bien. Mais donc, je suis en émotion de vous dire ça. Je sais que je ne peux pas m'exprimer avec la franchise qui m'est devenue naturelle, et ça me dérange, et ça m'émeut, et ça fait que le problème n'est pas complètement résolu. Donc jusqu'au bout, on résout toujours il y a toujours des choses à résoudre. Ah ça, je vous affirme que oui, ça n'arrête pas. La France est un pays particulièrement pessimiste, on le constate en ce moment, avec des conséquences, y compris politiques. Mais vous, est-ce que vous vous classez plutôt dans le clan des optimistes, et notamment pour l'avenir? Et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir, Daniel? Alors c'est sûr que je me classe dans les optimistes, absolument. Moi je ne peux pas, sinon c'est trop dur, sinon je ne peux pas vivre. Sinon je suis pétrifiée, donc je n'arrive plus à penser, et à ressentir, à vivre. Donc je suis optimiste. Alors pourquoi je suis optimiste? Parce qu'avec du recul, et si on remonte l'histoire, à la fois les choses se répètent d'une façon hallucinante à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais à la fois elles vont quand même peut-être mieux si on prend les choses très très globalement. Qu'est-ce qui me rend optimiste pour l'avenir? Moi je suis pour la vie. Alors la vie vivante, intéressante, intelligente, qui entretient la santé. Moi je suis pour la vie et la santé. Donc mon optimisme me fait opter pour pouvoir croire en l'humanité, croire en l'homme et en sa capacité de s'orienter du côté d'une vie qui se renouvelle sans cesse et pas qui se remet à repartir en arrière. Un bégayer. C'est comme les bégayements dans la vie, on ressasse, on tourne rond,
où on est dans l'inertie et on n'enchaîne pas sur de la nouveauté. Moi, c'est la nouveauté quand même qui m'intéresse. C'est d'être toujours, quand je vous dis la curiosité, c'est parce qu'il va se passer quelque chose, toujours, à laquelle on ne s'attendait pas. Alors peut-être une petite question politique, parce qu'on est à quelques jours d'une échéance, à l'heure où on enregistre, là, on est à quelques jours d'une échéance importante qui sont les élections législatives, après les élections européennes dont on connaît le résultat. Qu'est-ce qui fait, même si vous n'étudiez pas, enfin à ma connaissance, vous n'étudiez pas le corps social dans sa globalité, mais qu'est-ce qui fait qu'on a un peuple, je parlais de pessimisme, mais aussi on a un peuple qui est en permanence tourné vers le négatif et vers la colère? Comment vous analysez ça, vous? Sans vous demander votre engagement politique ni quoi que ce soit. Mais c'est... Moi, je comprends ça quand... dans mon livre, À corps et à cœur, je parle de ça. Je parle comment on est encombré, on n'est plus contingent d'une histoire qu'on le pense. Et que cette histoire, elle est non seulement familiale, mais sociale. Donc, on est contingent, en ce moment, d'une histoire européenne, d'une histoire occidentale, d'une histoire planétaire qui nous a complètement débordés, qu'on ne maîtrise pas du tout, et qui fait que j'ai l'impression qu'il y a de la régression à essayer de se repérer, et on se met à régresser dans du connu pathologique. Vous diriez que c'est une réaction à l'absence de progrès, ou tout au moins au sentiment d'une partie de la population de ne pas faire partie entre guillemets des vainqueurs, ou tout au moins que la société ne progresse pas Moi, je pense que là, c'est de la maladie. On est dans la maladie. On côtoie un peu la folie. Je sais. Vous savez, c'est pas bien d'être en conflit. Le conflit, c'est mauvais pour la santé. Ça fait des blocages intérieurs, ça bloque notre capacité de réfléchir. Et donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord dans le fait de rester dans des confrontations où on ne peut même pas se parler, puisque tout le monde parle en même temps et personne ne se comprend. C'est exactement le contraire de tout ce que je pense. Et je vous avoue que cette situation actuelle me permet d'être contente d'être vieille. Parce que je ne m'attendais pas du tout à vivre ce qui se passe en ce moment, mais alors pas du tout. Moi, je suis née au contraire dans une période où, au contraire, tout le monde nous appartenait et il n'y aurait plus jamais d'antisémitisme ni de racisme dans le monde. Il n'y aurait plus de guerre. Enfin, si vous voulez, je vois que je me suis plantée complètement dans mes espérances. Et je suis... Et donc, je continue à vouloir transmettre comment la vie peut être différente que pathétique. C'est ça qui vous permet de garder l'espoir malgré tout? Absolument. Et pour conclure, à titre personnel, Daniel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois? Est-ce qu'il y a un nouveau livre sur le feu? Est-ce qu'il y a... Non, ça y est. Non, il vient de sortir en septembre. C'est vrai. Vous savez déjà, moi je ne suis pas très rapide dans l'écriture, alors... qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors? De continuer à effectivement à entretenir ma santé comme ça m'importe, comme ça m'intéresse, à être dans la communication avec les gens que j'aime et à continuer ma route comme elle me correspond. Moi, je peux juste me permettre de dire, parce que les gens ne vous voient pas, ils vous verront en photo par rapport au podcast, mais que je ne vous ai pas demandé votre âge parce que je suis bien élevé. Vous avez, on va dire, un âge certain ou un certain âge. Mais si j'ai dit que j'étais né en 1943. Ah, vous l'avez dit. Mais en tout cas, vous ne faites absolument pas votre âge. Vous avez l'air beaucoup plus jeune, et par l'esprit et par le comportement, que votre âge sur votre carte d'identité ou votre passeport. Je dirais que c'est beaucoup de travail, mais que ça en vaut la peine. Écoutez, on vous souhaite en tout cas tout ça, Daniel. Merci, on vous souhaite beaucoup de bonheur parce que, on le dit et on le répète à longueur d'épisode, le bonheur c'est les autres, mais c'est aussi votre bonheur individuel qui compte. Et on vous dit à très bientôt. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci Daniel. Au revoir.